Paris a toujours été synonyme d'un flux touristique constant, d'hôtels pleins et d'une économie urbaine qui s'appuie sur le visiteur comme sur une composante structurelle de la ville. Pourtant, ces derniers temps, on n'assiste pas à une fin du tourisme, mais à une transformation de son schéma. L'occupation hôtelière cesse d'être prévisible tout au long de l'année et se met à osciller de façon plus marquée. Cela modifie l'équilibre financier des hôtels, change le comportement du marché et provoque un effet domino dans tout l'écosystème qui vit du tourisme. C'est un changement discret, mais profond. Paris reste attirante, sauf que le visiteur est plus sélectif, reste moins longtemps et dépense autrement. La baisse de l'occupation est plus nette en dehors des périodes de pointe. L'été européen, les jours fériés, les grands événements culturels, les foires internationales et les semaines de la mode maintiennent encore une forte demande hôtelière. Le problème se situe dans le milieu du calendrier, les mois intermédiaires, les jours de semaine ordinaires, les périodes grises entre deux grandes dates. À ces moments-là, la ville ressent des niveaux de chambres vides qui étaient auparavant rares. Cela ne se voit pas seulement dans les hôtels de luxe. L'impact se diffuse surtout dans les hôtels de catégorie moyenne, les auberges de jeunesse, les appart-hôtels et les hébergements tournés vers le tourisme conventionnel. Quand ces segments perdent leur stabilité, Paris perd une base de volume qui soutenait auparavant l'année entière. Ce ralentissement hors pic résulte d'une combinaison de facteurs. D'abord, le coût global du voyage a augmenté. Ce n'est pas seulement l'hébergement. Restaurants, transports urbains, billets d'entrée, taxes touristiques et dépenses quotidiennes sont devenus plus chers. Pour beaucoup de touristes, la facture finale met Paris en concurrence avec des destinations européennes offrant une expérience comparable à un prix inférieur. Ensuite, il existe une concurrence directe de villes qui ont grandi comme alternatives, moins lourdes pour le portefeuille. Lisbonne, Barcelone, Rome, Amsterdam, Prague, entre autres. Enfin, le tourisme post-pandémie a changé de logique. Les voyages courts se sont multipliés, plus planifiés mais flexibles, souvent décidés à la dernière minute, avec moins de fidélité à une seule destination. Le visiteur fragmente son séjour. Il passe quelques jours à Paris puis se déplace rapidement vers une autre ville ou choisit de loger dans des zones moins chères et n'entre dans la capitale que pour des visites à la journée. La conséquence directe est le raccourcissement des séjours. Paris reçoit du monde mais perd des nuits. Or, une nuit, c'est une recette réelle. Chaque nuitée en moins signifie moins de repas payés, moins de déplacements, moins d'achats, moins de billets d'entrée, moins de consommation dans des quartiers qui dépendent d'un flux continu. En parallèle, les hôtels sont poussés à une guerre des prix pour maintenir l'occupation pendant les mois faibles. Promotion agressive, forfait avec bonus, réduction en jours ouvrables et stratégie de remplir à tout prix deviennent la norme. Cela comprime les marges, incite à des coupes internes et détériore l'expérience en basse saison. Moins de personnel, services réduits, davantage de sous-traitance. Résultat, ceux qui visitent hors pointe ressentent une ville moins accueillante et la réputation s'en trouve affectée. En somme, l'occupation hôtelière à Paris ne s'effondre pas, mais perd sa régularité. Le tourisme se concentre sur des dates clés, devient plus court, plus sensible au prix et moins prévisible. Cela met sous pression les hôtels, le commerce, la gastronomie, les transports touristiques, la culture et les emplois qui dépendent des visiteurs. Et c'est là qu'entre la pièce suivante du puzzle, quand le tourisme oscille et que les revenus urbains se resserrent, qui sont les premiers à le ressentir vraiment. Ce ne sont pas seulement les hôtels, ce sont les familles parisiennes écrasées par une pression immobilière qui commence à pousser des gens hors de leur propre ville. Paris vit depuis des années sous pression immobilière, mais ce qui change aujourd'hui, c'est l'intensité et l'effet social de cette pression. La ville ne connaît pas le même type de crise des hypothèques et de reprise massive que l'on voit ailleurs, mais elle subit une version parisienne de l'effondrement. Des loyers trop élevés pour le revenu moyen, une offre insuffisante, des files d'attente pour le logement social et l'expulsion progressive des habitants vers des zones toujours plus éloignées. Le problème a cessé d'être une gêne chronique pour devenir une force qui réorganise toute la ville, affectant ceux qui y vivent, ceux qui y travaillent et même ceux qui la visitent. Le premier point est le coût. Paris est l'un des marchés immobiliers les plus chers d'Europe et cela se traduit par deux réalités parallèles. Pour les propriétaires et les investisseurs, le bien reste un actif précieux et relativement sûr. Pour l'habitant ordinaire, en particulier les jeunes, les familles et les travailleurs des services, ce même bien devient inaccessible. L'équation ne tient pas. Les salaires augmentent lentement, tandis que le coût du logement grimpe vite. Cela crée une ville où le revenu disponible s'évapore dans le loyer, laissant peu de marge pour la consommation, les loisirs, l'éducation ou l'épargne. La vie quotidienne se rétrécit, devient plus tendue et plus fragile.
Le deuxième point concerne la dynamique de l'offre. Le centre de Paris a des stocks limités en raison de caractéristiques urbaines et patrimoniales, ce qui rend la ville dépendante d'une bataille permanente pour quelques mètres carrés. Quand l'offre est faible et que la demande reste élevée, les prix demeurent hauts même en période de ralentissement économique. Le résultat est un marché qui ne corrige pas facilement à la baisse. À la place, il sélectionne qui peut rester. Et la sélection est claire, les hauts revenus restent, les revenus moyens et faibles partent. Cette expulsion ne se fait pas de manière théâtrale mais continue. Des familles qui ont vécu des décennies dans des quartiers centraux sont poussées vers la périphérie lorsque le bail se termine, lorsque le propriétaire décide de vendre, lorsque le revenu du foyer n'accompagne plus les réajustements ou lorsque des rénovations et modernisations servent de prétexte pour augmenter le prix. Les jeunes adultes, qui pouvaient autrefois commencer leur vie au centre, arrivent désormais directement dans des chambres minuscules, des colocations ou des banlieues lointaines. Le temps de trajet augmente, la qualité de vie baisse et le sentiment d'appartenance urbaine s'affaiblit. Le troisième point est l'impayé et le risque d'expulsion. Davantage de familles retardent le loyer, renégocient des dettes ou vivent dans l'insécurité contractuelle. La pression grandit aussi sur le logement social, avec des listes d'attente longues et une compétition intense. Quand un système de logement entre en surcharge, il produit des effets collatéraux, davantage de suroccupation domestique, plus de personnes acceptant des conditions précaires et une augmentation des situations de vulnérabilité dans la rue. Ce n'est pas qu'une statistique. Cela apparaît dans le tissu social, la santé mentale collective et une perception de l'inégalité de plus en plus visible. Un autre élément qui aggrave tout cela est la transformation des logements en actifs d'investissement. Même avec des régulations, le poids du capital immobilier reste fort. Quand le logement devient un instrument de rentabilité plutôt qu'un instrument d'habitation, la ville commence à fonctionner comme un marché avant de fonctionner comme une communauté. Cela modifie le commerce local, le profil des quartiers et la vie culturelle quotidienne. Les quartiers perdent des résidents stables et gagnent de la rotation. Or, la rotation réduit les liens, les réseaux d'entraide, la mémoire collective et l'identité locale. En synthèse, la pression immobilière à Paris est un moteur silencieux d'inégalité et de déplacement. Elle érode l'accès à la ville, repousse loin les travailleurs essentiels, fragilise les familles et transforme les quartiers en espaces moins résidentiels et plus financiers. Et quand se loger devient une lutte quotidienne, la conséquence suivante arrive vite. L'économie qui dépend de ses habitants et du tourisme commence à couper dans ses effectifs. Cela nous amène au prochain sujet, les licenciements silencieux dans le tourisme, l'hôtellerie et les services, qui sont le signe le plus immédiat d'une ville sous pression de l'intérieur. Paris dépend d'un engrenage quotidien que l'on ne voit presque jamais sur les cartes postales. Derrière les musées, les cafés, les hôtels et les vitrines, il existe une masse de travailleurs qui maintient la ville au rythme que le monde attend. Quand cet engrenage commence à gripper, le signal n'apparaît pas dans des gros titres explosifs. Il se voit dans des coupes discrètes, des horaires réduits, des contrats non renouvelés et des équipes qui rapetissent sans bruit. Voilà ce qui définit les licenciements silencieux dans l'écosystème touristique et de services à Paris. Un retrait progressif de la main-d'œuvre qui affaiblit l'économie urbaine sans ressembler, à première vue, à une crise ouverte. Le secteur du tourisme et des services est l'un des plus grands employeurs de la région parisienne. Hôtels, restaurants, bars, boulangeries, commerces de rue, transports touristiques, entreprises événementielles, centres de congrès, musées et attractions privées forment un vaste réseau d'emplois. Lorsque l'occupation hôtelière oscille et que la dépense du visiteur devient plus courte et plus sélective, ce réseau perd sa stabilité. La réponse naturelle des entreprises est de réduire les coûts là où c'est le plus rapide, la main-d'œuvre. Mais au lieu de licenciements de masse annoncés, le schéma le plus courant est celui du dégraissage continu. Cela se manifeste de plusieurs façons. D'abord, les contrats temporaires ou saisonniers ne sont plus renouvelés. C'est un mécanisme silencieux parce qu'il ne crée pas de choc immédiat, la personne ne revient tout simplement pas le mois suivant. Ensuite, hôtels et restaurants réduisent les horaires, diminuent les équipes les jours faibles et concentrent le personnel seulement pendant les pics. Troisièmement, la sous-traitance et la rotation augmentent. Des fonctions auparavant fixes deviennent des services fournis par des entreprises externes, avec moins de garanties, moins de continuité et des salaires comprimés. Quatrièmement, les activités culturelles et les événements, qui ont toujours généré de l'emploi indirect, fonctionnent avec des équipes plus petites, davantage d'automatisation et plus de charges pour ceux qui restent. L'impact n'est pas seulement social, il est économique et symbolique. Quand moins de personnes travaillent, la qualité du service baisse. Files plus longues dans les attractions, services plus pressés dans les restaurants, nettoyage moins fréquent dans les hôtels, moindre capacité à gérer les touristes internationaux, moins de soins dans l'expérience. Paris vend un standard d'excellence. Si ce standard glisse, le visiteur le remarque.
Et dans un monde d'évaluation instantanée, un détail devient réputation. Le problème était qu'une réputation abîmée réduit le retour des visiteurs et un retour moindre entraîne davantage de coupes. La ville entre dans un cycle d'auto-érosion. Pour l'habitant, la conséquence est encore plus concrète. Beaucoup de ces emplois soutiennent des familles qui vivent déjà sous pression immobilière. Quand le travail devient instable, le loyer pèse davantage, les impayés augmentent et la migration vers les périphéries s'accélère. Autrement dit, la coupe silencieuse des emplois n'est pas un effet isolé. Elle alimente la crise du logement, l'inégalité urbaine et le sentiment que la ville devient impossible pour ceux qui la maintiennent vivante. Il existe aussi un effet territorial. Les quartiers fortement dépendants du tourisme, les zones centrales, les alentours des grandes attractions et les couloirs de convention ressentent la contraction en premier. Les petits commerces embauchent de moins, ferment plus tôt, réduisent leurs cartes et leurs équipes. La vitalité du quartier diminue. À l'inverse, certaines zones périphériques peuvent de même accueillir des habitants expulsés du centre, mais sans la même densité d'emplois ni la même circulation de revenus. Cela accentue le décalage interne de la ville. Les licenciements silencieux à Paris sont donc le thermomètre le plus fidèle indiquant que le moteur urbain perd sa régularité. Ce n'est pas un effondrement théâtral. C'est une usure progressive qui appauvrit l'expérience touristique, précarise la vie du travailleur et affaiblit l'économie locale. Et cette usure ouvre la voie à un problème encore plus visible. Quand l'emploi recule et que les revenus baissent, certains profils de touristes, surtout ceux qui dépensent davantage, commencent à disparaître ou à réduire leur présence. C'est là qu'intervient le prochain sujet, celui du recul des publics internationaux stratégiques. Paris a toujours accueilli des touristes du monde entier, mais la stabilité de ce flux dépend de quelque chose de plus spécifique que la quantité de visiteurs. Elle dépend de qui vient et de combien ces personnes dépensent. Lorsque certains publics internationaux à forte dépense se retirent, la ville ne ressent pas seulement moins de monde dans les rues. Elle ressent un manque à gagner qui soutient les hôtels, la gastronomie, la culture, le commerce et l'emploi. Ce recul est un phénomène stratégique parce qu'il modifie le profil économique du tourisme parisien et fragilise des secteurs qui fonctionnent selon une logique de consommation premium. L'idée clé est que tous les touristes n'ont pas le même poids dans l'économie. Paris a un tourisme de volume, des gens qui visitent les musées, se promènent dans la ville, restent peu de temps, maîtrisent leurs dépenses, et elle a un tourisme à haute valeur, des personnes qui restent de plus longtemps, choisissent de meilleurs hôtels, fréquentent des restaurants haut de gamme, dépensent beaucoup en achats, spectacles, expériences privées et services. Quand ces groupes à forte valeur diminuent, l'impact financier est disproportionné. Parfois, Paris compense le nombre brut par des visiteurs européens ou domestiques, mais elle ne compense pas la perte du ticket moyen. Ce recul peut survenir pour plusieurs raisons, et presque toujours, elles se combinent. Premièrement, le taux de change. Quand l'euro devient cher pour certains pays, le voyage devient un luxe, pas un projet réaliste. Deuxièmement, le coût total du séjour. Même pour ceux qui ont un revenu élevé, la perception de la valeur compte. Si hôtels, transports, entrées, restauration et achats augmentent rapidement, la comparaison avec d'autres destinations pèse. Troisièmement, les facteurs politiques et réglementaires. Changement de visa, sécurité aéroportuaire, tensions internationales ou crises dans les marchés émetteurs réduisent souvent les déplacements lointains. Quatrièmement, la perception sociale. Si le touriste ressent de l'hostilité, la peur des vols, la surfréquentation ou l'impression d'une ville qui exploite le visiteur, il change d'itinéraire. L'effet apparaît d'abord là où les dépenses de ces publics sont le plus concentrées. Les hôtels de luxe, les palaces historiques, les chaînes 5 étoiles et les appart-hôtels premium ressentent la baisse quand certains marchés se contractent. Les restaurants Michelin, les bistrots chers, les expériences gastronomiques exclusives et les tours privés perdent des réservations. Le commerce de luxe, Champs-Élysées, Avenue Montaigne, Galerie Lafayette, le Bon Marché et les joailleries traditionnelles perçoit la diminution des achats impulsifs et à très fort ticket. Les musées et expositions spéciales souffrent lorsque le touriste de longue distance, qui achète souvent des forfaits complets, vient moins. Même les services invisibles, comme les chauffeurs privés, les guides bilingues haut de gamme et les sociétés d'événementiel, voient la demande baisser. Cette mutation pousse aussi la ville à retoucher son propre modèle touristique. Pour compenser, Paris se voit contrainte d'attirer davantage de tourisme ordinaire. Or ce tourisme, bien qu'essentiel, apporte presque toujours plus de contraintes logistiques et moins de retours par visiteur. Davantage de personnes qui circulent avec une dépense moyenne plus faible signifie une usure de l'infrastructure et moins de recettes nettes pour maintenir les standards urbains. Cela renforce le cycle des coupes silencieuses, dégrade l'expérience et rend la ville moins compétitive même pour ceux qui dépensaient de plus.
Au final, le recul des publics internationaux à forte dépense n'est pas seulement un problème pour le secteur touristique, c'est un coup porté aux revenus urbains. Moins d'argent en circulation signifie moins d'impôts indirects, moins d'emplois soutenus et une fragilité économique accrue dans des quartiers entiers qui dépendent de cette consommation. Et cela nous mène au point suivant, inévitable. Quand la base économique oscille et que les revenus deviennent instables, le marché immobilier passe en mode de blocage avec des biens trop chers, des acheteurs paralysés et une ville de plus en plus difficile d'accès. Paris vit un paradoxe immobilier qui semble éternel, mais qui, à certains moments, devient plus visible. Alors même que le logement reste désiré et rare, le marché commence à se figer. Figer ne signifie pas une chute dramatique des prix ou des quartiers abandonnés. Cela signifie autre chose. Les prix restent élevés, mais la ville perd sa fluidité. Acheter devient difficile pour ceux qui ont besoin d'y vivre. Vendre devient lent pour ceux qui possèdent un bien. Et le résultat est une sorte de gel silencieux qui rend Paris encore plus rigide socialement et économiquement. Le premier moteur de ce blocage est simple. Le prix s'est définitivement détaché du revenu moyen. Même avec de petites corrections ponctuelles, le coût du mètre carré reste à un niveau qui exige de hauts revenus, un apport important et un financement lourd. En même temps, des taux d'intérêt plus élevés et des règles de crédit plus strictes réduisent le nombre d'acheteurs capables de conclure une transaction. Ceux qui dépendent du crédit restent coincés à la marge. Ceux qui ont l'argent comptant observent et attendent de meilleures conditions. La demande réelle diminue donc, mais les prix ne suivent pas à la même vitesse. Cela crée un marché lent, où les biens restent plus longtemps annoncés, où les négociations s'étirent et où la sensation de paralysie grandit. Le deuxième moteur, c'est le comportement défensif des propriétaires. À Paris, le bien immobilier n'est pas seulement un logement, c'est une réserve de valeur historique. Beaucoup préfèrent ne pas vendre avec une réduction significative et attendre. Ainsi, le stock réellement disponible pour une négociation se restreint. Il y a des annonces, mais peu de flexibilité. Cela limite l'ajustement naturel du marché et prolonge la traversée. Au lieu de baisser et de se débloquer rapidement, le marché traîne. Le troisième moteur est l'inégalité d'accès. Y a-t-il des acheteurs? Oui. Mais ils ont un profil très spécifique. Hauts revenus, héritages familiaux, investisseurs nationaux et étrangers et une fraction de cadres ou de professionnels ultra qualifiés. Ce groupe achète, mais de façon sélective et concentrée. Cela ne redonne pas de fluidité au marché résidentiel ordinaire. Au contraire, cela renforce la ville comme espace de privilège. Le marché reste actif en haut et se durcit à la base. L'effet de ce blocage se voit dans la vie quotidienne. Les jeunes repoussent leur indépendance. Les familles renoncent à acheter dans le centre et acceptent des périphéries plus lointaines. Les locataires restent coincés, car déménager signifie payer encore plus cher. Ceux qui ont un petit logement n'arrivent pas à monter en gamme sans s'endetter excessivement. Paris devient une ville de permanence forcée. Soit vous avez le revenu pour entrer dans un appartement cher, soit vous restez là où vous êtes parce que l'alternative est pire. Ce gel ronge aussi la dynamique urbaine. Quand moins de personnes achètent et changent de quartier, la ville perd le renouvellement résidentiel. Certains quartiers deviennent de plus en plus homogènes en termes de revenus et de profil. D'autres perdent des habitants stables et se transforment peu à peu en espaces de rotation. L'économie locale en ressent l'impact. Les commerces dépendants des familles et du voisinage fixe deviennent plus fragiles. Les services de quartier se transforment pour répondre à des profils plus riches ou plus temporaires. La ville change sa texture sociale sans avoir besoin d'aucun choc visible. Ce marché immobilier bloqué est donc un accélérateur supplémentaire d'inégalité et d'expulsion. Paris ne se vide pas, elle devient inaccessible. Et quand le logement cesse d'être un projet de vie pour devenir un actif en compétition permanente, une autre distorsion s'installe et aggrave encore ce blocage. La croissance des locations de courte durée qui retirent des appartements de l'usage résidentiel et transforment des quartiers entiers en zones de passage. La croissance des locations de courte durée à Paris n'est pas un détail du tourisme moderne. C'est une force qui modifie la structure de la ville de l'intérieur. Quand des appartements résidentiels deviennent des hébergements temporaires, Paris ne perd pas seulement des logements disponibles. Elle perd des habitants stables, la routine de quartier, la diversité sociale et une partie de sa vie réelle. Ce processus existe depuis des années, mais dans les périodes de pression touristique et immobilière, il cesse d'être une tendance pour devenir un élément central du problème du logement. La logique est simple. Louer pour quelques jours à des touristes rapporte généralement plus que louer pendant des mois à un habitant. Même avec des règles et des limites municipales, l'incitation économique est forte. Les propriétaires qui ont la possibilité de convertir leurs biens en location de courte durée le font pour maximiser leur rendement. Le résultat, progressif, est la réduction du stock de location traditionnelle.
Cela ne se voit pas sous la forme d'un chiffre facile à saisir au quotidien, mais se ressent quand les habitants cherchent un appartement et trouvent moins d'options, à des prix plus élevés et avec des exigences plus strictes. Cette ponction de logement modifie le prix moyen des loyers. Avec moins d'offres pour ceux qui résident, le marché se renchérit. Ceux qui vivent déjà à Paris subissent des hausses au moment du renouvellement de bail. Ceux qui essaient d'y entrer, surtout les jeunes, les familles et les travailleurs à revenus moyens, rencontrent des barrières presque infranchissables. La courte durée fonctionne comme un aspirateur d'offres. Elle retire des unités du marché résidentiel et pousse la population vers l'extérieur ou vers des situations plus précaires, comme des studios minuscules, des colocations surchargées et des banlieues toujours plus lointaines. L'impact transforme aussi le tissu des quartiers. Les zones touristiques et centrales sont les premières touchées. Quand un immeuble compte beaucoup d'appartements temporaires, la cohabitation change. Moins de voisins connus, plus de passages d'inconnus, davantage de bruit, plus de rotation, moins de sentiment de communauté. Cela modifie même l'économie locale. Boulangeries, épiceries, écoles, services du quotidien et petits commerces qui dépendèrent de résidents permanents perdent une clientèle régulière. En contrepartie, apparaissent des activités tournées vers le touriste pressé. Boutiques de souvenirs, fast-food, cafés hors de prix, services sans lien avec le quartier. Le lieu s'adapte à une consommation de passage, pas à la vie quotidienne. Il existe encore un effet culturel qui pèse sur le long terme. Paris a toujours été valorisé comme une ville vivante, pas comme un décor. Ce qui soutient cette vie, ce sont des habitants qui marchent, achètent, travaillent, étudient, élèvent des enfants, vieillissent et assurent la continuité de l'histoire des quartiers. Quand la ville remplace des résidents par des visiteurs temporaires, elle perd cette continuité. Elle perd les accents locaux, les habitudes de voisinage, les réseaux sociaux informels, les petits rituels urbains. C'est ainsi qu'une ville devient un produit belle, désiré, mais creuse dans son quotidien. Même avec des tentatives de régulation, enregistrement, limite de jour, contrôle, la pression ne disparaît pas parce que l'écart financier reste trop grand. Et plus le marché immobilier est bloqué et cher, plus l'incitation à la courte durée devient forte. Autrement dit, la location de courte durée n'est pas seulement une conséquence de la crise du logement. Elle en devient un moteur qui la renforce. La croissance des locations de courte durée accélère donc l'inaccessibilité résidentielle et pousse Paris vers une rotation touristique permanente, affaiblissant les quartiers et expulsant les habitants. Et quand les quartiers perdent des résidents stables et deviennent plus dépendants d'un flux temporaire, une nouvelle question explose. L'infrastructure urbaine est-elle capable de servir touristes et habitants en même temps, sous une pression constante ? C'est ce qui nous mène au sujet suivant, celui d'une infrastructure urbaine sous stress. L'infrastructure urbaine de Paris a toujours été l'un des piliers de l'expérience dans la ville, autant pour ceux qui y vivent que pour ceux qui la visitent. Mais l'infrastructure n'est pas un décor, c'est un système vivant, et les systèmes vivants entrent en stress quand la demande change et croît plus vite que la capacité d'adaptation. C'est exactement ce que Paris affronte aujourd'hui. Une pression permanente sur les transports, la maintenance urbaine, la propreté, la sécurité quotidienne et la mobilité dans un contexte où la ville doit servir des millions de résidents et des millions de visiteurs en même temps. Quand cet équilibre se rompt, la qualité de vie et l'image de la ville se détériorent par friction quotidienne, pas par un effondrement dramatique. Le symptôme le plus visible se trouve dans les transports. Le métro et le RER sont l'épine dorsale de la ville, mais ils fonctionnent souvent à la limite. Surpopulation aux heures de pointe, panne technique, travaux prolongés et grèves récurrentes transforment le déplacement en facteur d'usure collective. Pour les habitants, cela signifie retard constant, trajets plus longs et hausse du coût émotionnel de la vie en ville. Pour les touristes, cela signifie frustration pratique, temps perdu, difficulté à comprendre les correspondances, sentiment d'insécurité dans des stations bondées et une expérience qui contraste avec l'idée romantisée de Paris. Quand la mobilité flanche, la ville paraît plus petite, plus fatigante et moins accueillante. La pression ne se limite pas aux rails, la maintenance urbaine souffre de l'intensité d'usage. Des rues soumises à un trafic extrême de piétons, cyclistes et véhicules exigent des réparations continues. Les zones touristiques concentrent une usure accélérée. Trottoirs endommagés, signalétique saturée, équipements publics vieillissant plus vite. La propreté publique devient un défi permanent car le volume de déchets augmente en proportion directe du flux humain. Et à Paris, ce flux n'est pas ponctuel, il est quotidien. Cela renforce la perception de saleté, nourrit les critiques et érode la confiance des citoyens envers la gestion municipale. Un autre point critique concerne la cohabitation entre la mobilité traditionnelle et les nouvelles formes de déplacement. Paris tente d'élargir les pistes cyclables et de réduire la place de la voiture, ce qui est positif sur le plan environnemental, mais crée des tensions d'adaptation.
Dans les quartiers où le changement n'a pas été accompagné d'une planification fine, apparaissent des goulots d'étranglement, des conflits entre modes de transport et un sentiment d'improvisation. Pour l'habitant, cela peut signifier des trajets moins prévisibles. Pour le visiteur, cela peut rendre la ville difficile à parcourir si l'on ne connaît pas ses règles de circulation. Il y a aussi l'élément de la sécurité quotidienne. Même sans flambée majeure de violence, la perception compte. Les touristes réagissent au vol à la tire, aux approches agressives et aux zones où s'accumule la vulnérabilité sociale. Les habitants réagissent à la hausse des tensions urbaines, à la présence de campements en zone centrale et à l'impression que l'espace public est plus fragile. L'infrastructure, c'est aussi cela. La capacité à maintenir l'espace partagé fonctionnel et fiable. Quand cette confiance baisse, les comportements changent et le tourisme est un comportement. Le problème s'aggrave parce que le tourisme plus sélectif et plus court, des sujets précédents, pousse la ville à chercher du volume pour compenser les recettes. Un volume plus élevé signifie davantage de pression physique sur des systèmes déjà fatigués. La ville entre dans une sorte de cercle. Elle a besoin du touriste pour soutenir son économie. Mais plus elle dépend du touriste, plus elle surcharge la structure qui devrait garantir sa bonne expérience et la dignité des habitants. Cette infrastructure sous stress prouve que Paris fonctionne à la limite d'un modèle urbain ancien face à une demande contemporaine plus lourde, plus volatile et plus concentrée. Et quand la ville commence à paraître difficile à utiliser et coûteuse à maintenir, une question inévitable surgit. Jusqu'où les politiques publiques et les coûts urbains renforcent-ils ce sentiment d'exploitation et de perte de valeur? Cela nous amène directement au sujet suivant, celui des politiques et des coûts qui érodent la confiance. Les politiques et les coûts qui érodent la confiance à Paris ne se résument pas à une hausse isolée des prix. C'est une somme continue de décisions, de règles, de taxes et d'effets collatéraux qui font ressentir la même chose aux habitants et aux visiteurs. Que vivre ou circuler dans la ville exige toujours plus et délivre proportionnellement de moins en moins. Quand la confiance tombe, la ville ne perd pas seulement une approbation symbolique, elle perd une adhésion pratique. Les gens cessent de revenir, les habitants renoncent à rester, les petits commerces s'essoufflent et le tissu urbain se dégrade. Un premier axe de cette érosion est le coût de la vie quotidienne. Paris était déjà cher, mais la perception actuelle est celle d'une escalade constante sur des postes basiques, transport, repas à l'extérieur, loisirs, factures domestiques, stationnement dans certaines zones, services publics indirects. Pour les habitants, cela devient une sensation d'étouffement financier permanent. L'habitant ordinaire voit que le salaire ne suit pas le coût réel de la vie dans la capitale. Pour le visiteur, l'impact est de similaire mais concentré. Il a l'impression que le voyage coûte plus qu'il ne l'avait prévu et qu'une couche supplémentaire de dépenses surgit sans cesse. La perception de valeur diminue et l'envie de répéter l'expérience baisse. Le deuxième axe est la manière dont la ville gère simultanément le tourisme et la vie urbaine. Les politiques de préservation patrimoniale, les restrictions de circulation, les licences, les régulations commerciales et les règles de logement ont des objectifs légitimes. Mais lorsqu'elles s'accumulent sans équilibre visible, elles génèrent de l'usure. L'habitant a le sentiment de vivre dans une ville qui régule beaucoup, mais résout peu sur l'essentiel. Le visiteur a l'impression que la ville dépend de lui économiquement, mais ne s'adapte pas pour l'accueillir de façon fluide. Cette contradiction crée du bruit. Paris semble exiger des sacrifices de tous sans que personne ne se sente pleinement servi. Le troisième axe est l'inégalité que ces politiques se finissent par renforcer. Quand le coût d'accès à la ville augmente, les hauts revenus restent protégés. Les revenus moyens ou faibles en subissent de tout le poids. Cela vaut pour le logement, les transports et même la consommation de base. La ville devient moins accessible et ce n'est pas seulement un fait économique, c'est un signal culturel. Paris paraît de plus en plus être une ville où pour quelques-uns. Quand une ville envoie ce message, elle perd une partie de sa réputation historique en tant qu'espace pluriel, vivant et socialement mixte. Le quatrième axe est la perception que tout est devenu une machine à extraire de l'argent. Cela se voit dans les zones touristiques aux prix gonflés, les menus pièges, des services qui privilégient la rotation rapide plutôt que l'accueil et des expériences vendues comme authentiques mais livrées comme des produits standardisés. Le visiteur commence à se méfier de la ville. Or, en tourisme, la confiance fonctionne comme une monnaie. Si le visiteur se sent exploité, il dépense moins, critique plus et évite de revenir. Cela oblige les commerces à pousser encore les prix, ce qui renforce davantage la sensation d'exploitation. C'est un autre cycle dangereux. Le cinquième axe est l'écart entre le discours et la réalité. Quand les politiques promettent une meilleure mobilité, un logement plus juste, un tourisme équilibré et des services efficaces, mais que le quotidien montre des grèves permanentes, des loyers intenables, des quartiers vidés et une infrastructure surchargée, la confiance cède. Il ne s'agit pas d'une mesure isolée, il s'agit d'un cumul de frustrations. La ville semble gérer davantage pour survivre au prochain pic que pour construire une stabilité de long terme.
Les politiques et les coûts érodent la confiance lorsque Paris commence à apparaître trop cher, trop complexe et trop inégal pour justifier son propre prix symbolique et réel. Et quand la confiance baisse, cela n'affecte pas seulement le tourisme, cela affecte aussi ceux qui choisissent d'y vivre, d'y élever des enfants, d'y entreprendre et d'y vieillir. C'est à ce moment-là que la ville entre dans un mouvement plus vaste, plus lent et plus décisif, une dérive démographique, où certains profils sociaux commencent à partir et d'autres cessent d'entrer. La dérive démographique à Paris est un processus silencieux, mais peut-être le plus décisif de tous, parce qu'il change ce qu'est la ville, non pas dans le marketing, mais dans la réalité quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de chiffres de population. Il s'agit de savoir quels groupes peuvent continuer à vivre au centre, lesquels sont poussés vers l'extérieur, lesquels cessent de considérer Paris comme un projet de vie, et lesquels occupent l'espace qui reste. Quand cette composition change, la ville change de caractère, de rythme économique, de culture vivante et même d'avenir. Le premier vecteur de cette dérive est l'expulsion de la classe moyenne et des travailleurs essentiels. Enseignants, infirmiers, policiers, employés des services, artistes émergents, jeunes professionnels et familles aux revenus stables mais non élevés commencent à éprouver une réelle difficulté à vivre dans Paris intramuros. Le coût du logement et du quotidien les pousse vers la périphérie. Ce n'est pas seulement normal dans les grandes villes. À Paris, la distance est marquée par des inégalités historiques entre le centre et les banlieues. Chaque kilomètre supplémentaire signifie davantage de temps de trajet, plus de dépenses de transport, moins d'accès aux réseaux sociaux et culturels et un sentiment accru de déconnexion avec la ville qu'ils servent. Le deuxième vecteur est le blocage de l'arrivée de nouveaux habitants. Paris a toujours été une ville d'accueil, des personnes venant de l'intérieur de la France, d'Europe et du monde pour étudier, travailler, faire carrière ou vivre un cycle créatif. Lorsque la location et l'achat deviennent prohibitifs, l'entonnoir se referme. Le jeune qui s'installait autrefois dans un petit studio près du métro ne trouve plus rien de raisonnable. Le professionnel qui recevrait une offre d'emploi à Paris commence à négocier du télétravail ou choisit une autre ville. Cela réduit le renouvellement social qui maintenait Paris dynamique. Le troisième vecteur est le vieillissement relatif de certains quartiers. Quand les jeunes familles partent et que de nouveaux jeunes n'entrent plus, la population locale tend à vieillir dans des zones centrales déjà valorisées. La ville devient plus chère, plus immobile socialement et moins adaptée au cycle familial du quotidien. Cela affecte les écoles, les crèches, le commerce de quartier, les services communautaires et l'énergie culturelle de la rue. Paris ne cesse pas d'être vibrante, mais cette vibration dépend davantage des touristes et des événements que d'une vie locale continue. Le quatrième vecteur est l'hypertrophie d'un profil économiquement dominant, haut revenu, héritier, investisseur et résident temporaire ayant une forte capacité financière. Ce groupe maintient la demande immobilière et soutient une partie de la consommation premium, mais il ne remplace pas la diversité urbaine. Une ville homogène en termes de revenus tend à perdre le mélange culturel, l'innovation spontanée et la vie communautaire. Les quartiers deviennent plus bien tenus, en apparence, mais moins vivants dans leur âme quotidienne. Le cinquième vecteur est la fracture indirecte que cela crée dans l'identité parisienne elle-même. Une ville qui éloigne ses travailleurs finit par fonctionner avec un déficit humain. Les emplois essentiels deviennent plus difficiles à pourvoir parce que ceux qui les occupent ne peuvent pas vivre à proximité. Cela renforce le cycle de précarisation et de licenciement silencieux. En parallèle, la ville devient de plus en plus une scène pour le visiteur et de moins en moins une maison pour l'habitant. Et quand une ville devient une scène, elle dépend du maintien de son image, même si sa réalité interne se détériore. La dérive démographique est l'effet cumulatif d'un logement cher, d'emplois instables, d'un tourisme volatile et de politiques qui ne résolvent pas l'équation sociale. Paris ne perd pas seulement des habitants, elle perd son équilibre. Et quand l'équilibre se rompt, ce qui apparaît à l'horizon n'est pas seulement une crise économique ou urbaine, c'est quelque chose de plus profond, une crise d'identité, la question centrale de ce qu'est Paris et pour qui elle existe vraiment. La crise d'identité de Paris ne surgit pas de nulle part. Elle est le résultat accumulé de tous les sujets précédents, qui poussent la ville vers une question simple et dérangeante. Paris, est-elle encore une ville où l'on vit, ou est-elle en train de devenir une ville que l'on consomme ? Ce doute n'est pas abstrait, il apparaît dans le quotidien, dans les choix publics, dans le modèle économique et dans le sentiment collectif d'appartenance. Paris a toujours porté deux natures à la fois. D'un côté, c'est une capitale symbolique mondiale, patrimoine, culture, mode, gastronomie, tourisme, luxe. De l'autre, c'est une ville réelle avec ses quartiers, ses écoles, ses marchés, ses familles, ses travailleurs, ses routines et ses contradictions. La force de l'identité parisienne venait justement de cet équilibre. Une vitrine mondiale qui gardait un intérieur humain vivant. Le problème, c'est que cet équilibre devient instable.
Quand le logement devient inaccessible pour la classe moyenne et les travailleurs essentiels, Paris perd le droit de se dire ville complète. Sans enseignants, infirmiers, cuisiniers, employés d'accueil, artistes émergents, étudiants et familles diverses au centre, la ville devient une capsule élitiste. Il en reste une beauté impeccable mais moins plurielle. Cela change l'âme de la rue. Une ville n'est pas faite seulement de monuments, elle est faite de gens qui la réinventent chaque jour. Si les gens partent, le monument devient décor. En même temps, un tourisme plus sélectif et la rotation des locations de courte durée poussent les quartiers vers un rôle de vitrine. La vie locale cède la place à la logique du visiteur rapide. Le commerce remplace le voisin par le touriste. Les services remplacent la continuité par le volume. Les rues remplacent la routine par le spectacle. Cela enlève de la spontanéité et transforme la coexistence en transaction. Paris demeure culturellement puissante, mais commence à dépendre davantage d'événements que de la vie. Et une ville qui vit d'événements perd son souffle quand l'événement se termine. L'infrastructure sous stress et la baisse de confiance amplifient ce sentiment. Quand circuler devient fatigant, cher et frustrant, la ville paraît moins accueillante pour ceux qui y vivent et moins enchanteresse pour ceux qui la visitent. L'image vendue entre en friction avec l'expérience réelle. Et cette friction est mortelle pour une ville dont la marque a toujours été le désir. Le désir naît d'une promesse. Si la promesse semble brisée, le désir s'affaiblit. Il existe aussi un choc générationnel. Le Paris historique, dense, sophistiqué et cher, continue de séduire le monde, mais les générations plus jeunes ont tendance à rechercher des villes offrant davantage de liberté économique, plus d'espace, moins de rigidité sociale et un meilleur rapport coût-bénéfice. Ce n'est pas que Paris se retrouve sans jeunesse, mais la jeunesse qui y reste est socialement plus triée. Celle qui n'arrive pas à y entrer crée un vide invisible, et ce vide se paie par une perte d'innovation au quotidien, de créativité de quartier et de renouvellement culturel organique. Au fond, la crise d'identité, c'est cela. Paris risque de devenir un produit parfait pour la consommation mondiale, mais moins fonctionnel comme ville où l'on habite. Une ville-parc, belle, chère, saturée, et avec peu d'espace réellement accessible pour la vie. Si cela se confirme, l'avenir n'est pas un effondrement soudain. C'est une ville de plus en plus dépendante d'un tourisme premium et du capital immobilier et de moins en moins capable de soutenir une communauté diverse qui lui donne du sens. Paris reste Paris. La question est que nulle ville ne maintient sa grandeur grâce à la seule renommée. Elle a besoin d'habitants capables d'y vivre, d'y travailler, d'y prendre racine. Si la ville perd cette base, la beauté demeure, mais l'essence devient un article rare. Et vous, comment voyez-vous tout cela ? Paris est-elle encore une ville vivante, équilibrant tourisme et vie locale, ou devient-elle une vitrine globale inaccessible ? Qu'avez-vous perçu en y vivant ou en y ayant récemment visité ? Commentez ci-dessous. Votre expérience aide à construire le portrait réel de ce que Paris est en train de devenir.